Variation de vitesse pour moteur asynchrone. Sommaire. Donc ce dossier sera divisé en deux parties. D'abord, on verra la vitesse de la machine asynchrone. Ensuite, la modulation de fréquence. On fera un rappel sur la machine asynchrone. On parlera des pôles, du glissement et de la fréquence. En deuxième partie, on verra la conversion directe, la conversion indirecte scalaire, indirecte vectorielle. On parlera du variateur et des semi-conducteurs. La vitesse de la machine asynchrone. Donc tout d'abord, pour rappel, voici le schéma simplifié du moteur asynchrone. Donc on y trouve les résistances statoriques et rotoriques, les impédances statoriques et rotoriques, ainsi que l'inductance magnétisante, ce qui va jouer sur le courant et donc la vitesse. Ensuite, sur le deuxième schéma, on peut voir que la tension injectée dans les enroulements du stator va créer un champ magnétique tournant. Ce sera le champ statorique. Celui-ci va induire une magnétisation des enroulements rotoriques qui va à son tour se mettre à tourner. Donc voici un schéma où on peut voir le rotor qui se trouve bien dans le stator avec le bobinage à l'intérieur. Ici, l'alimentation du moteur et le ventilateur. Donc dans ce dossier, on va parler de vitesse de rotation, de glissement, de nombre de paires de pôles et de fréquence. Donc toutes ces notions, on les retrouve dans cette formule où on a la vitesse de rotation du rotor, bien sûr, la fréquence, le glissement et le nombre de paires de pôles. Donc cette formule explique que pour modifier la vitesse, on doit soit modifier le nombre de paires de pôles, soit le glissement, soit la fréquence. Donc d'abord, pour modifier le nombre de paires de pôles. Donc c'est un cas qui existe pour le moteur d'Allender. C'est un moteur qui est composé de 6 demi-enroulements qu'on peut coupler soit en triangle série, soit en étoile parallèle. Donc il offre deux vitesses de rotation possibles et donc deux courants d'utilisation très différents. On va avoir un courant alternatif et un courant continu, ce qui va imposer deux protections thermiques différentes. Encore en inconvénient, on a le fait que ce moteur soit volumineux et bien plus coûteux que les moteurs à cage qui sont principalement utilisés dans l'industrie. Donc la modification du nombre de paires de pôles, elle n'est pas utilisée couramment. Pour le glissement, donc d'abord le glissement, on peut dire que c'est la différence entre la vitesse du champ tournant et de celle du rotor, ce qui nous donne un pourcentage avec cette formule, donc vitesse statorique moins la vitesse rotorique sur la vitesse statorique. Donc on a deux façons de faire varier le glissement, soit par la modification de la tension d'alimentation, donc la tension statorique, ce qui nous donne une faible plage de réglage et un couple de démarrage très bas, donc un démarrage incertain. On peut aussi modifier la résistance rotorique, donc avec des résistances variables, mais on a un rendement très faible et on peut avoir un échauffement du moteur. Aussi, les résistances variables ne sont pas applicables aux moteurs asynchrones à cage. Donc c'est embêtant vu que c'est ceux-là qui sont le plus utilisés dans l'industrie. En inconvénient, on a aussi le fait que si le glissement est supérieur à 20%, on a un calage du moteur. Il faut aussi ajouter des gradateurs à thyristor pour soit modifier la fréquence, soit modifier la résistance.
et l'ajout de batterie nécessaire pour le démarrage à cause du couple qui est très bas, du couple de démarrage. Donc pour résumer, modifier la vitesse par le nombre de paires de pôles, il nous faut un moteur spécifique, une double protection thermique. Pour le glissement, on ne peut pas l'appliquer au moteur à cage. On a une faible plage de variation et un démarrage incertain. Maintenant, il nous reste à voir la fréquence. Donc la fréquence, on peut la modifier soit par conversion directe, soit par conversion indirecte scalaire ou vectorielle. La modulation de la fréquence demande une commande assez complexe, du fait que le fonctionnement des moteurs asynchrones est non linéaire, vu que leur flux, leur vitesse, leur couple et leur fréquence sont liés. Mais c'est quand même celle-ci qui est la plus utilisée dans l'industrie. Donc la modulation de fréquence. Déjà pour la conversion directe, donc c'est une conversion qui est faite grâce à un cycloconvertisseur composé de 36 thyristors. C'est un convertisseur matriciel avec N entrées et N sorties. Et il s'agit d'interrupteurs bidirectionnels. Donc c'est l'association de deux thyristors. On va avoir une commutation naturelle des thyristors par passage à zéro du courant. Mais le problème de ces cycloconvertisseurs, c'est qu'ils donnent une mauvaise qualité de forme d'onde et ça devient obsolète. On trouve assez souvent la conversion indirecte scalaire. Deux méthodes, soit en boucle ouverte, où on va contrôler le courant pour pouvoir moduler la vitesse, ou on peut aussi corriger la vitesse avec des comparateurs et une consigne de vitesse. Donc là, on fonctionnera en boucle fermée. Donc on parle de scalaire parce que la fréquence, elle agit sur le point de fonctionnement de la machine. Donc ici, on a un schéma qui montre le couple. Donc ici, on voit que le couple max reste constant tant que la fréquence reste nominale, mais reste inférieure à la fréquence nominale, mais son point de fonctionnement va quand même bouger. Les inconvénients. Donc il y a l'influence de la résistance statorique qui va nous donner une perte totale de couple au début à faible vitesse. On a aussi un manque de précision, une vitesse limitée et un rendement assez moyen. La conversion indirecte vectorielle. Donc ici, le principe, c'est de représenter le moteur asynchrone triphasé par deux composantes orthogonales tournant à la vitesse du champ statorique. Donc pour ce faire, on utilise l'outil mathématique de la transformée de Park, qui explique que dès qu'on a plusieurs vecteurs qui sont en rotation, on peut utiliser certaines formules qui vont nous donner des vecteurs, d'autres vecteurs qui sont plus simples, qui sont moins nombreux et qui tournent toujours à la même vitesse. Donc on va se retrouver avec un vecteur pour le flux et un vecteur pour le couple. Ce qui va faire qu'on va pouvoir commander le flux et le couple séparément. Donc c'est comme si le moteur asynchrone devenait un moteur à courant continu. Le variateur MLI. Donc c'est la modification de largeur d'impulsion. Donc ces applications, ça va être pour par exemple le réglage du débit d'une pompe ou d'un ventilateur, le réglage de la vitesse de défilement d'une chaîne de fabrication, la vitesse de couple ou la vitesse aussi des systèmes de transport des personnes. Grâce à la modulation de largeur d'impulsion, on va avoir une diminution des pertes de mécanique
On n'a quasiment plus de surintensité de démarrage. Une adaptation précise de la vitesse, on gagne en précision. Les composants mécaniques vont être on va dire épargnés par l'usure. Limitation de bruit et économie d'énergie pour ces variateurs de vitesse. Donc ils sont composés de 3 principaux éléments. Donc on a un redresseur, un filtre et un onduleur de tension. Le redresseur va redresser la tension, le filtre va permettre d'avoir une tension réellement continue et l'onduleur, il va nous permettre d'avoir une tension alternative à amplitude et fréquence variable grâce au MLI. Donc pour le redresseur, on a soit la diode, donc qui va, là on fait un petit rappel sur la diode, qui est passante uniquement pour les tensions positives dans son anode. Donc elle va sortir, en sortie, on va avoir uniquement les alternances positives. Grâce au pont de diode, on va redresser les alternances négatives et on va pouvoir les récupérer et avoir une tension totalement redressée. On a aussi des thyristors. Donc là, ça permet d'avoir des redresseurs commandables grâce à une troisième électrode qui se nomme la gâchette et qui va nous permettre de décaler le moment où il devient passant. Donc grâce à ça, on peut soit simplement redresser une tension, mais on peut aussi faire varier sa tension moyenne. Dans le variateur MLI, on a aussi des AOP, des microprocesseurs, qui permettent de comparer des tensions. Donc on va avoir le signal de référence, une sinusoïdale, notre signal, on va dire, d'alimentation, et un signal porteur, qui sera un signal triangle. Et cet AOP va faire la comparaison entre ces deux signaux. Et à chaque fois que le signal de référence deviendra supérieur au signal porteur, on va avoir une impulsion positive. Donc par exemple, on le voit à ce moment-là. Quand il deviendra inférieur au signal triangle, on va avoir une impulsion à 0. Voilà. Donc en sortie du variateur, on va avoir plusieurs impulsions qui vont nous donner une tension moyenne qui deviendra alternative avec une fréquence différente. Donc l'onduleur, il va nous donner un signal un peu rectangulaire alternatif, mais avec l'impédance du moteur, on va avoir une tension moyenne qui sera sinusoïdale. Ici, on voit que plus la fréquence de commutation sera haute, plus le signal, la tension moyenne sera lisse, propre. On va dire que la forme d'onde sera de qualité. Voilà, donc le schéma récapitulatif du variateur à MLI. Donc on voit ici, on injecte une tension alternative, on a une tension redressée qu'on va complètement lisser grâce au condensateur. Et ensuite, on aura une tension alternative avec des fréquences paramétrées, choisies grâce aux paramètres du variateur. Donc en conclusion, on peut dire que le contrôle vectoriel est adapté aux machines asynchrones, qui nous donne une précision fiable, un bon rendement, mais il demande un paramétrage spécifique à chaque machine, parce que chaque machine est différente, et il faut vraiment paramétrer en fonction de ses résistances statoriques et autres. Voilà, et je vous ai mis aussi un petit schéma qui montre tous les éléments qu'on peut trouver dans un variateur.